Bonjour messieurs, dames. Je suis très heureux de participer à cette journée. Je tiens à remercier l'équipe d'Ocoffre.com de m'y avoir invité. Alors je vais essayer de faire de mon mieux pour vous faire une présentation sur le thème suivant. Quelle stratégie d'achat compte tenu des fondamentaux et les objectifs à long terme? Alors, lorsque Lucie Launay m'a proposé d'effectuer une conférence dans le cadre de laquelle j'allais devoir parler des fondamentaux du cours de l'or, j'avoue tout d'abord avoir une petite réticence, puisque ça m'a rappelé cette citation que l'on attribue à Rothschild. Je connais seulement deux hommes qui comprennent vraiment la valeur de l'or. Malheureusement, ils ne sont pas d'accord. Et 2 siècles après Rothschild, eh bien, force est de constater qu'on n'est guère plus avancé, puisque dans un papier qui date de 2005, deux chercheurs dressaient le constat suivant: la valeur fondamentale de l'or reste largement un mystère en finance. Alors, pour les investisseurs que vous êtes, c'est bien entendu un problème, puisque, comme le rappelle Charles Gave, la plus vieille règle financière a toujours été « si je ne comprends pas, je ne joue pas ». Alors, dans le cadre du livre que j'ai écrit entre octobre 2012 et mars 2013, je me suis intéressé j'ai consacré une quarantaine de pages aux facteurs fondamentaux du cours de l'or. J'ai essayé de traiter tous les facteurs dont j'avais pu lire ici ou là qu'ils ont une certaine efficience sur les cours. Et comme vous pouvez le constater sur ce slide, eh bien, ils sont assez nombreux, ils sont de nature différente et ils ont tous un impact plus ou moins important sur le cours de l'or. Alors à mon avis, parmi ces facteurs, ceux qui ont l'impact le plus important sur le cours, ce sont les facteurs de nature monétaire. Alors, pour certains d'entre vous, je risque peut-être d'avoir l'air d'enfoncer des portes ouvertes, donc je vais essayer de passer assez rapidement sur les fondamentaux. Alors, tout d'abord, ce qui est important de savoir, c'est que l'on constate une très forte corrélation entre le cours de l'or et la quantité de monnaie en circulation dans l'économie. Donc, sur ce premier graphique, ce que l'on peut constater, c'est qu'entre 2002 et 2011, eh bien, le cours de l'or a évolué de concert avec le bilan agrégé de la Banque centrale américaine et de la Banque centrale européenne. Et de manière inverse, bien, vous pouvez constater que le fort déclin qui est arrivé, que subit l'once à partir de la fin de l'année 2012, eh bien, est arrivé quelques mois après la légère désinflation monétaire qui a été constatée au niveau du bilan agrégé de ces deux banques centrales et qui était arrivée quelques mois auparavant. Alors, je voudrais maintenant procéder à quelques précisions concernant la mécanique de cette corrélation entre cours de l'or et création monétaire. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les bilans des banques centrales s'accroissent parce que lorsqu'une banque décide de faire baisser le taux d'intérêt, que ce soit pour tenter de relancer le crédit ou bien pour prémunir d'une crise sur le marché de la dette souveraine, eh bien, elle procède généralement en imprimant de la monnaie qu'elle utilise pour racheter des actifs sur le marché secondaire, essentiellement auprès des banques commerciales. Et ce processus est censé faire monter le cours de l'or parce que au plus une banque centrale mène une politique monétaire accommodante, au plus la base monétaire s'accroît et au plus vous risquez qu'à terme, la valeur de la monnaie se dénature, c'est-à-dire qu'on a de l'inflation des prix à la consommation. Alors à ce stade, vous vous posez peut-être la question suivante: pourquoi n'a-t-on pas d'inflation alors que la base monétaire et la taille des bilans des banques centrales s'accroissent? Alors la réponse est assez simple. Elle repose en fait sur le fait que, bien que les banques centrales recourent de manière massive à des politiques monétaires non conventionnelles, eh bien, elles ne parviennent pas à atteindre l'objectif qu'elles se sont fixé, à savoir la relance du crédit en vue de parvenir à la relance de la croissance économique. En clair, ça veut dire que, bien que les banques commerciales aient accès à des montagnes de cash, eh bien, cet argent n'atterrit pas dans l'économie réelle, c'est-à-dire qu'il n'est pas transformé en prêt. Et en fait, en jargon économique, on emploie la formule suivante: on dit que le multiplicateur monétaire est cassé, c'est-à-dire que l'argent ne circule plus. Et comme vous pouvez le constater sur ce graphique, ce n'est pas un phénomène récent, ça fait à peu près une quinzaine d'années que ça dure. Alors, autre question, si elle ne le prête pas aux ménages ou aux entreprises, eh bien, où finit cet argent qui est à la disposition des banques commerciales? Eh bien, en fait, elles le remettent en dépôt auprès de la Banque centrale sur ce qu'on appelle des comptes rémunérés, ce sont les réserves excédentaires. Et dans le cas des États-Unis, eh bien, ces réserves excédentaires se montent à 1800 milliards de dollars. Et le problème est le suivant, c'est que le jour où cet argent sera transformé en prêt, c'est-à-dire qu'il circulera dans l'économie, eh bien, on risque de le sentir passer à deux niveaux. Tout d'abord, évidemment, avec de l'inflation des prix à la consommation et également peut-être avec une hausse des taux. Pourquoi une hausse des taux?
parce qu'au plus les montants que la Banque centrale devra stériliser seront importants, au plus les futures adjudications de dettes souveraines qui seront réalisées par les gouvernements risquent de se faire à des taux élevés, du fait qu'on aura beaucoup plus de dettes en circulation sur le marché. Voilà, alors que retenir de tout cela? Eh bien, tout d'abord que lorsque l'on achète de l'or, on est bien dans l'anticipation d'un risque monétaire à moyen long terme. Et évidemment, bien, le jour où l'inflation pointera le bout de son nez, vous payerez votre assurance monétaire beaucoup plus cher. Voilà, donc l'or est bien un instrument de couverture vis-à-vis d'un excès de liquidité au niveau mondial. Et comme la monnaie de réserve mondiale est le dollar américain, eh bien, l'or joue également un rôle de couverture vis-à-vis des fluctuations de la devise américaine. Alors, sur ce graphique, vous pouvez voir la relation négative qu'entretiennent le dollar et l'or sur la période 1971-2013. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les cours sont en moyenne trimestrielle. C'est pour ça que vous voyez le cours de l'or simplement arriver à 1700 $ et pas à 1900 $. Donc cette relation inverse est assez évidente sur la période, au cours des années 70, durant lesquelles le cours de l'or a beaucoup augmenté au fur et à mesure que la valeur du dollar chutait vis-à-vis des autres devises. Puis survint le tournant de la politique monétaire américaine en 1980, suite à la nomination de Paul Volcker à la tête de la Réserve fédérale. Et vous pouvez constater qu'entre 1980 et 1985, eh bien, la valeur du dollar a plus que doublé vis-à-vis des autres devises, alors que dans le même temps, l'or perdait la moitié de sa valeur. Alors, cette relation est encore plus évidente à partir de la nouvelle grande baisse du dollar qui a commencé en 2001 et qui a permis donc à l'once d'or de passer de 250 $ à 1900 $ en septembre 2011. Alors c'est ce phénomène qui fait dire à certains que l'or est en fait une position short sur le dollar, et cette formule est particulièrement pertinente sur la période 2001-2007, mais ce qui s'est passé au cours des 3 années suivantes, c'est que le dollar lui aussi a joué un rôle de valeur refuge, et c'est pour ça que l'on constate sur ce graphique que sa valeur vis-à-vis des autres devises a augmenté, alors même que l'or poursuivait sur sa lancée pour atteindre les 1900 $. Voilà, donc, comme on l'a constaté sur le dernier graphique, cette relation entre l'or et le dollar n'est pas systématique, mais sur le long terme, eh bien, la santé du dollar est effectivement l'un des facteurs les plus déterminants pour le cours de l'or. Alors, troisième facteur de nature monétaire, les taux d'intérêt réels. Alors, les taux d'intérêt réels, ça désigne les taux d'intérêt nominaux diminués du niveau d'inflation. Alors, intuitivement, on comprend qu'il est avantageux d'acheter de l'or lorsque les taux d'intérêt réels qui sont servis par les actifs monétaires ou obligataires sont faibles, voire négatifs. Donc ça, c'était le cas dans les années 70, et c'est de nouveau le cas depuis 2001. Et de manière inverse, eh bien, un environnement de taux d'intérêt réel positif et élevé, eh bien, désavantage la détention d'or, puisque, comme vous le savez, eh bien, cet actif ne rapporte aucun revenu et son stockage occasionne un coût. Donc là, on se situe dans le cadre des années 1980 et 90. Alors, une fois de plus, la littérature qui s'intéresse à cette question n'est pas unanime, c'est-à-dire que la corrélation négative entre l'or et les taux d'intérêt n'est pas systématique. C'est donc pas non plus un facteur suffisant pour déterminer la tendance du cours de l'or. Alors, si l'on récapitule, on a donc 3 facteurs de nature monétaire qui influencent le cours de l'or: le montant des liquidités en circulation dans l'économie, la valeur du dollar par rapport aux autres devises et le niveau des taux d'intérêt réels. Alors maintenant, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour essayer de déterminer où est-ce qu'on se trouve dans le marché haussier qui a débuté en 2001. Alors, je voudrais commencer par rappeler que c'est la 4e fois depuis 2001 qu'on nous annonce la mort de l'or. Et force est de constater que les 3 premières fois que l'or est censé être mort, eh bien, il est ressuscité. Donc, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que les corrections qui sont intervenues depuis 2001 sont de plus en plus longues en durée. Elles sont aussi de plus en plus importantes en pourcentage. Mais on voit que les plus bas sont de plus en plus hauts et les plus hauts sont de plus en plus hauts également, ce qui est la définition même d'une tendance haussière. Alors oui, une précision, sur la droite du graphique, je parle de déni ou piège baissier, enfin je m'interroge là-dessus, et donc je fais évidemment référence au schéma du cycle de vie d'une bulle, tel que théorisé par le professeur Jean-Paul Rodrigue, schéma que vous avez certainement déjà vu.
Voilà, donc beaucoup de commentateurs parlent en ce moment de la fin de la bulle dorée. Mais seulement pour qu'il y ait dégonflement d'une bulle, il faut déjà qu'on soit en présence d'une bulle. Donc c'est ce que je vous propose de voir avec deux graphiques qui sont tracés dans un repère semi-logarithmique. Donc en fait, un repère semi-logarithmique, c'est simplement que vous avez un axe qui est tracé en échelle linéaire et un axe qui est tracé en échelle logarithmique. Et l'avantage de ce type de présentation, c'est qu'elle permet de faire apparaître les variations de cours avec la même dimension, quel que soit le niveau de prix. C'est-à-dire par exemple que pour une once qui cote 35 $, eh bien, une variation de 10% sera représentée par la même taille en centimètres sur le graphique qu'une variation de 10% quand l'once cote 350 $. Donc, ce qu'on voit sur ce premier graphique, c'est tout d'abord que le moment haussier qui a démarré en 2001 est déjà plus long en durée que le mouvement haussier qui s'est déroulé dans les années 70. Il est aussi plus régulier et il est moins intensif, c'est-à-dire que la pente est moins élevée que le mouvement précédent. On voit également que chacune des hausses de cours un petit peu brutales qui est intervenue depuis 2001 a été réprimée par des corrections de faible ou de moyenne ampleur. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de grosses corrections majeures comme ça a été le cas en 1975 et 1976. Et de manière inverse, on n'a pas non plus eu d'accélération des cours vraiment exubérante comme ça a été le cas à la fin de l'année 1979. Voilà. Donc sur ce deuxième graphique, vous avez la même chose, sauf que j'ai fait apparaître de manière chiffrée l'ampleur des hausses et des baisses qui sont intervenues depuis 1968. Alors je l'ai fait de manière à mieux mettre en perspective la correction actuelle. Et donc ce qu'on observe, c'est que, alors que dans le cadre du piège baissier de 75-76, l'once avait enregistré une baisse de 47%, et bien dans la correction actuelle, on a simplement baissé de 37%. Voilà, donc les deux mouvements de prix ont vraiment une apparence différente sur le plan graphique. Alors maintenant, je vais laisser la parole à quelqu'un que vous connaissez certainement et qui va notamment répondre à deux questions. Tout d'abord, à partir de quel niveau de prix eh bien, la tendance actuelle haussière serait confirmée, ou bien inversement, à partir de quel niveau de prix le marché haussier qui a démarré en 2001 serait définitivement infirmé. Bonjour à tous, je suis Tradosaur de Tradosaur Trading et je suis vraiment désolé de ne pas être parmi vous cette année, contrairement à l'année dernière. Je n'ai pas pu répondre physiquement présent à l'invitation de coffre, mais je tenais quand même à vous apporter cette vidéo pour vous donner l'idée que je me fais de l'évolution de l'or actuel. Alors, si vous étiez là l'année dernière, je vous avais présenté ce graphique. Souvenez-vous, je vous avais dit que la tendance était admirablement bien orientée puisque nous étions au-dessus d'une moyenne mobile à 20 mois qui monte et que ça, c'était quelque part la garantie de la tendance haussière. Chaque petit bâton que vous voyez correspondant au cours de l'or mois après mois. Et donc, a priori, rien ne laissait présager ce qui a pu se produire. Et justement, nous voici un an plus tard. On peut dire que le timing a été parfait pour être pris à contre-pied, puisque juste après la rencontre au coffre, eh bien, nous avons assisté à une lente décrue qui nous a amené à venir tester même les 30 000 euros, voire même moins, le kilo sur l'or. Alors, beaucoup, à juste titre, commencent à se demander si l'investissement en or était une si bonne idée que ça. Eh bien, je risque de vous surprendre, mais globalement, ce qui se passe actuellement n'a pas à nous inquiéter. Voilà pourquoi. Je vous ai trouvé un graphe sur l'or, libellé en dollars par once, et c'est une vision assez large qui permet de mettre en perspective ce à quoi nous assistons. Alors en particulier, j'aimerais que l'on jette un œil et que l'on zoome sur cette ellipse bleue qui correspond à la période qui s'est déroulée entre janvier 72 et janvier 79. Alors justement, si on zoome, regardez un petit peu, les cours sont passés sur cette période de 30 $ à 190 $ l'once en l'espace de 4 ans. Et juste derrière, eh bien, il y a eu une décrue assez fantastique, amenant les cours à passer de 190 $ l'once à 105 $ l'once en l'espace de 2 ans. Alors si on ramène ça en pourcentage, ça nous a donné d'abord une hausse de 533%, suite à quoi nous avons assisté à une décrue de 44%. Alors si j'en parle, ce n'est pas pour rien, c'est parce que regardez,
Suite donc à cette hausse de 533% et à cette décrue de 44%, on a pu assister à une explosion de l'or de 670%. Alors normalement, cela devrait vous rassurer. Pourquoi? Parce que justement, nous avons connu une hausse assez flagrante de 485%, et ce à quoi nous assistons actuellement, eh bien, c'est une décrue de 33%. Et si on devait baisser maintenant de la même manière que ce qui s'est passé aux États-Unis il y a 40 ans, eh bien, on pourrait même se permettre, avec une baisse de 44%, d'aller chercher les 25 000 euros le kilo. Actuellement, nous sommes quand même à 30 000 euros le kilo, alors verre à moitié vide, verre à moitié plein, mais en tout cas, vous voyez qu'il y a de la marge pour supporter un scénario tel que l'on a connu aux États-Unis et qui derrière pourtant entraînait une hausse stratosphérique. Alors, si on veut vraiment s'inquiéter pour de bon, voilà ce à quoi il faut faire attention. La fin de la bulle sur l'or des années 80 eh bien, a amené les cours de l'or à passer de 880 $ l'once à quasiment 200 $ l'once. Autrement dit, une baisse de 65%. Si on essaye de copier-coller cette évolution sur ce qui se passe actuellement, eh bien, si on devait baisser de 65% comme il s'est produit dans les années 80 avec la fin de la bulle sur l'or, eh bien, on pourrait attendre l'or sur les 700 $. Vous voyez qu'il y a de la marge. Nous sommes actuellement à 1263 $ l'once. Alors maintenant, en sens inverse, quand c'est qu'on pourra recommencer à s'emballer et à voir les choses de manière plus rose, eh bien, il faudrait justement repasser au-dessus de cette fameuse moyenne mobile à 20 mois. De la même manière que j'avais dit l'année dernière que tant qu'on était au-dessus d'une moyenne mobile à 20 mois, eh bien, les choses n'avaient pas à s'inverser, on pouvait être eh bien, confiant. Là, il faudrait donc repasser au-dessus de cette moyenne mobile à 20 mois, ce qui veut dire repasser au-dessus des 37 500 euros le kilo d'or pour se remettre dans le sens du mouvement. Mais on remarquera quand même qu'à très court terme, il semble que nous soyons gênés dans notre hausse par cette oblique orange. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc effectivement, hein, le bilan depuis un an est très 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 mauvais sur l'or, mais il s'agit de remettre les choses en contexte et c'est ça la force de l'analyse technique. Eh bien, en regardant un petit peu dans le rétroviseur, on peut trouver de bonnes raisons d'une part de se rasséréner, d'autre part eh bien, d'avoir un guide, une lumière dans le chaos de l'évolution des cours à court terme. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence et j'espère être avec vous encore l'année prochaine. Bon, alors maintenant qu'on a fait le tour de la question sur le plan technique, j'aimerais dire quelques mots des fondamentaux, en sachant que le constat que je dresse, c'est que les fondamentaux qui avaient permis à l'once d'or d'augmenter depuis 2001, eh bien, n'ont depuis fait que s'aggraver. Alors là, vous avez un tableau dans lequel, dans la colonne du milieu, vous avez des chiffres qui datent de 2008, et dans la colonne de droite, des chiffres qui datent de 2012. Donc ce que l'on constate tout d'abord, c'est que l'endettement des pays de l'OCDE est passé de 75% en 2008 à 105% 4 ans plus tard. Pour ce qui est du déficit des mêmes pays, eh bien, il est passé de 3,5% de leur PIB à 5,5%. Ensuite, au niveau du bilan des banques centrales, eh bien, pour la Fed, le bilan est passé de 900 milliards en 2008 à 3 000 milliards en 2012 et pour la BCE de 1 400 milliards à 3 000 milliards. Tout ça a lieu dans un contexte de taux de croissance qui baissait de 0,5% à moins 0,1% et un taux de chômage qui augmentait de plus de 2 points, de 5,9% à 8%. Alors, quelques autres points sur lesquels j'aimerais insister. Ce que je constate, c'est que jusqu'à présent, nos dirigeants n'ont pris aucune mesure du type de celle qui avait mis fin au précédent marché haussier. C'est-à-dire que là où Paul Volcker avait augmenté ses taux directeurs à 20% en 1980, eh bien les dirigeants des principales banques centrales ont actuellement tous leurs taux à un niveau plancher et on voit mal comment ils pourraient les relever. En ce qui concerne les taux longs, eh bien dans le cadre du dernier FOMC, la Fed a mis fin à ses projets, en tout cas les a reportés, de baisser le montant des quantitative easing et elle a confirmé qu'elle continuerait d'injecter 85 milliards de dollars par mois sur les marchés. Et si bien que ça a renforcé dans leur thèse ceux qui pensaient que les politiques monétaires expansionnistes sont désormais irréversibles.
Enfin, on ne s'est toujours pas attaqué à la question centrale du système monétaire international, et particulièrement à la question du privilège exorbitant du dollar. Et c'est ce qui donne lieu, à mon avis, à des déclarations de plus en plus virulentes de la part des créanciers des États-Unis. Alors, vous avez certainement entendu cette déclaration de la Chine qui a été effectuée en octobre 2013, c'était suite au shutdown du gouvernement américain. Et la Chine invitait à l'époque la communauté internationale à envisager la construction d'un monde désaméricanisé. Mais je pense que la palme en la matière reste la propriété du président Poutine, puisqu'il avait déclaré en août 2011 « Les États-Unis parasitent l'économie mondiale en usant de la situation de monopole du dollar ». Alors, si vous voulez, tant que vos créanciers acceptent votre dette, tout va bien, mais le risque est qu'à partir du moment où ils se mettent à douter de votre capacité à les rembourser dans une monnaie qui n'a pas vocation à devenir une monnaie de singe, eh bien, il me semble logique qu'ils mettent en place, qu'ils travaillent à la mise en place de solutions qui leur permettent justement de se passer de votre monnaie. Et c'est bien ce qui pourrait être en train de se passer sous l'impulsion de la Chine. Voilà, donc pour conclure, pour moi, c'est bien une correction que l'on assiste et pas au dégonflement d'une bulle. Je pense donc qu'on n'a pas affaire à un moment de déni, mais à un nouveau piège baissier. Et dans ce genre de situation particulièrement délicate, je pense qu'il faut se rappeler de ce qu'explique souvent Yannick Colleux, à savoir, si les fondamentaux ne suffisent pas à dessiner la tendance de court terme, eh bien, le marché finit toujours par s'aligner sur les fondamentaux à long terme. Et plus particulièrement, pour ce qui concerne l'or, le très expérimenté Richard Russell a la formule suivante. L'or finit toujours par faire ce qu'il est censé faire. Il ne le fait juste jamais lorsqu'on pense qu'il devrait le faire. Alors maintenant, vous risquez de me dire, c'est bien gentil tout ça, mais combien de temps risque de durer la correction actuelle? Alors, je vais maintenant vous présenter le point de vue de quelqu'un qui est bien plus éminent que moi, puisqu'il s'agit de l'Autrichien Ronald Peter Stoffel, qui est notamment connu pour être le rédacteur du rapport In Gold We Trust, et qui a été nominé deuxième meilleur analyste aurifère en 2011 par Bloomberg. Alors pour Stoffel, l'or connaît aujourd'hui une situation similaire à ce qui est arrivé entre 1975 et 1976, et ce pour trois raisons. Tout d'abord parce qu'on a un phénomène de désinflation à l'échelle mondiale, c'est-à-dire une diminution du niveau d'inflation qui reste néanmoins positif. On a également des taux d'intérêt réels qui tendent à remonter, même s'ils restent en territoire négatif. Et Stoffel rappelle que la combinaison de ces deux facteurs constitue le pire environnement possible pour le marché de l'or. Et on a enfin un pessimisme extrême qui règne sur le marché de l'or, et comme on l'a vu, de nombreux commentateurs qui parlent de la fin du marché haussier. Alors, comme la toile de fond économique et financière qui caractérise ces deux périodes est similaire, eh bien Stoffel propose de procéder à une comparaison des deux mouvements de prix sur le plan graphique. Donc ça, c'est un graphique dont l'idée de Stoffel et que j'ai reproduit et mis à jour pour cette conférence. Donc ce que l'on observe si on regarde la courbe noire, donc à partir de 1975, l'or a subi une correction très sévère qui lui a fait perdre 48% au bout de à peu près 425 jours de cotation. Et en fait, il a fallu 500 jours de cotation supplémentaires pour qu'on repasse au-dessus du niveau de départ. Si on regarde maintenant la courbe jaune, qui représente la correction actuelle, eh bien ce que l'on observe, c'est qu'après le plus haut du 5 septembre 2011, on a touché un plus bas à 1 192 $ le 28 juin 2013, soit une correction de 37%. Et donc justement, si tout devait se dérouler comme dans les années 70, eh bien on reviendrait sur le niveau des 1 900 $ pour le mois de mars 2014. Néanmoins, Stoffel considère que les dégâts techniques sont tellement importants qu'il n'est pas possible d'avoir des objectifs de prix aussi élevés à court terme. Et lui, son objectif de prix est de 1 480 $ pour le mois de juin 2014. Voilà, donc ça, c'était des objectifs de prix à court terme, mais ce qui vous intéresse en tant qu'investisseur de long terme, ce sont évidemment des objectifs de prix à long terme. Donc si on récapitule, on a vu que les fondamentaux de l'or ont beaucoup à voir avec la monnaie, en particulier avec son abondance, sa valeur et sa rémunération. Vous n'êtes pas sans savoir que les expériences de politique monétaire ne connaissent aucun précédent historique. Et pour ce qui me concerne, je pense qu'elles ne sont pas prêtes de s'arrêter, puisque si c'était le cas, bien les marchés actions et obligations risqueraient de très mal réagir. Et pour ce qui est de l'économie réelle, eh bien, ils risqueraient de sombrer dans la déflation. Et les dirigeants, n'ayant pas voulu d'une déflation en 2000,
ni en 2008, eh bien on se demande pourquoi il l'accepterait en 2014, vu que la déflation implique une augmentation de la valeur de la dette en termes réels, et il ne vous aura pas échappé que les gouvernements sont particulièrement endettés, et qu'elle implique également une diminution de la base taxable, c'est-à-dire une baisse des rentrées fiscales, ce qui n'est pas non plus pour arranger le gouvernement. Donc en fait, tout se passe comme si plus la déflation menace, plus nos dirigeants s'y opposent en augmentant de manière sévère la taille des bilans des banques centrales, donc du risque d'inflation. C'est ce qui fait dire à Simone Wappler que l'inflation n'est pas le danger, ce ne sera qu'un dommage collatéral. En version Peter Schiff, ça donne en fait toutes les séquences d'hyperinflation résultent de pressions déflationnistes que le gouvernement tente d'empêcher de se concrétiser en imprimant de la monnaie. Donc à ce propos, je vous rappelle deux citations de banquiers centraux. Tout d'abord Bernanke qui déclarait en 2002 « Le gouvernement américain a une technologie qui se nomme la planche à billets, qui l'autorise à produire autant de dollars qu'il le souhaite à un coût quasiment nul. » Et c'était confirmé par son prédécesseur Greenspan en 2011, qui déclarait « Les États-Unis peuvent payer n'importe quelle dette parce qu'ils peuvent imprimer l'argent nécessaire. » Alors ça, c'est le résultat des politiques monétaires américaines et européennes au cours des 13 dernières années. Donc ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est que pour ce qui est du dollar, il a perdu près de 80% de sa valeur vis-à-vis de l'or, et pour ce qui est de l'euro, près de 70% de sa valeur. C'est ce qui fait dire à Peter Schiff qu'il n'y a pas de prix plancher pour le dollar, il n'y a donc pas de prix plafond pour l'or. En France, on a Philippe Herlin qui formalise cette relation de la manière suivante. Cours de l'or égale 1 sur la valeur de la monnaie. Donc, mon constat, c'est que tout pays confondu, nos dirigeants prouvent chaque jour que le choix qu'ils ont effectué, c'est celui de la fuite en avant. Et c'est pour ça que j'estime avec d'autres qu'il n'est pas exclu que les pressions déflationnistes finissent par muter un jour ou l'autre en leur contraire. Et c'est ce qu'il faisait dire à Stoffel en septembre 2013. L'objectif de prix à long terme que j'ai annoncé en 2007 est de 2300 $. Je pense que l'or ira plus haut, mais je dois admettre que je n'espère pas particulièrement qu'il atteigne les 10 000 ou les 15 000 $, car je pense qu'on aura alors de sérieux ennuis et que l'on n'aurait pas affaire à un environnement économique très sain. Alors maintenant, quelle stratégie d'achat? Alors je voudrais commencer par rappeler cette citation de Sir John Templeton. Les marchés haussiers naissent dans le pessimisme, grandissent dans le scepticisme, s'épanouissent dans l'optimisme et périssent dans l'euphorie. Achetez quand le pessimisme est à son comble et vendez lorsque l'optimisme atteint son point culminant. Donc notamment au vu du sentiment qui est particulièrement négatif en ce moment sur le marché de l'or, eh bien ce n'est certainement pas le moment de vous séparer de vos métaux. Bien au contraire. Néanmoins, il faut être conscient du fait qu'une position longue en métal précieux qui sera gérée passivement ne sera pas rémunératrice tant que les marchés n'auront pas intégré le risque d'insolvabilité. Et à mon avis, c'est une situation qui est susceptible de se prolonger. Voilà donc de deux choses l'une. Soit vous jugez que vous êtes à même d'identifier les points bas du marché et vous concentrez vos achats de métaux dans les périodes de creux, soit vous achetez de l'or de manière plus ou moins continue en lissant vos achats dans le temps, en sachant qu'il existe des produits spécialement dédiés à ce type de stratégie. Et chez Aucoffre, ça s'appelle le livret de sauvegarde du patrimoine. Alors, une remarque à ce propos, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces expériences qui portent sur la performance d'un portefeuille boursier dont les actions seraient choisies par des chimpanzés lanceurs de fléchettes ou assimilés, et qui arrivent à la conclusion suivante, le choix d'allocation du singe est très souvent plus rémunérateur qu'un portefeuille constitué par des traders professionnels. Donc en d'autres termes, ça veut dire que le hasard et la gestion passive font souvent bien mieux les choses que la crème des gestionnaires actifs. Ouais, donc je vous laisse en tirer vos propres conclusions pour ce qui est de vos achats de métaux. Et voilà, donc j'en ai terminé. J'aimerais vous laisser méditer sur le proverbe anglais suivant. Lorsque nous avons de l'or, nous avons peur. Lorsque nous n'en avons pas, nous sommes en danger. Je vous remercie.